What's Up, le podcast zéro émission par Automobile Propre. Plus de 1300 km d'autonomie pour cette berline Mercedes électrique. Audi dévoile enfin son Q6 électrique et il semble plutôt bien né. VinFast qui veut déployer un réseau de recharge international, enfin d'abord au Vietnam. Le fiasco des Tesla aura coûté son poste au PDG de Hertz. Et enfin, en France, on n'a pas de pétrole mais on a du lithium. Voilà pour les grands titres de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview d'un responsable de Mobiliance, une organisation représentant les métiers de l'automobile en pleine mutation vers l'électrique. Nous retrouverons également l'essai de la semaine, celui de la Hyundai Ioniq 5N, la première sportive 100% électrique qui promet des sensations et du bruit 100% thermique. Un épisode que j'ai le plaisir de présenter cette semaine avec un nouvel intervenant, Christophe Debonne, consultant en informatique mais surtout fondateur de l'AFUV, association francilienne pour l'usage du véhicule électrique et membre de la fédération Fauve et fondateur animateur du groupe Facebook Superchargeur pour tous. Bienvenue dans le podcast What's Up par Automobile Propre, épisode 109 du 23 mars 2024. Cet épisode bénéficie du soutien de cartegrise.com, une référence dans le domaine des démarches liées à la carte grise depuis plus de 15 ans. Vous connaissez probablement les tracas administratifs liés à l'obtention d'une carte grise, On sait que ce n'est pas toujours très simple. Eh bien, cartegrise.com simplifie cette démarche pour vous. En utilisant leur service en ligne, vous pouvez effectuer votre demande rapidement et en toute simplicité. Ils sont agréés par l'État et promettent de traiter votre demande en moins de 24 heures. Vous recevrez ensuite votre nouvelle carte grise chez vous en seulement 2 à 3 jours. Donc si vous vous trouvez dans la situation parfois compliquée de devoir mettre à jour votre carte grise, pensez à cartegrise.com. Ils sont là pour vous simplifier la vie sans tracas inutiles. Un partenaire fiable pour toutes les démarches liées à la carte grise. Et un grand merci à eux pour leur soutien à notre émission. Juste un petit mot avant de démarrer notre revue d'actualité de la semaine. Dans le précédent épisode du podcast, j'interviewais Jérôme Zindi qui nous présentait sa nouvelle aventure mobile en partenariat avec l'ADEME. Certains auditeurs attentifs parmi vous m'ont fait remarquer que Jérôme a donné une information erronée en affirmant que la Tesla Model Y était fabriquée en Chine alors qu'elle est bien fabriquée en Europe, dans la Gigafactory Tesla de Berlin. J'ai repris Jérôme sur ce point pendant l'interview, mais devant sa confirmation et un peu son assurance, j'ai été pris de doute et dans le feu de l'action, j'ai poursuivi la discussion. Désolé pour ce malentendu et merci pour la vigilance de ceux qui me l'ont fait immédiatement remarquer dans notre groupe WhatsApp. L'actu de la semaine. Bonjour Christophe. Bonjour Eric. Et Christophe, on va faire une revue de l'actualité de la semaine sur la voiture électrique. Tu es un nouveau venu dans le podcast. Je suis ravi de t'accueillir, mais pas tout à fait nouveau dans le monde de la voiture électrique. Tu avais notamment participé au jury des Watts d'Or en 2022, le trophée des voitures électriques que nous avions monté. Et puis tu as d'autres activités assez diverses et variées autour de l'électromobilité, de la voiture électrique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr, Eric. Alors, tout d'abord, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Superchargeur pour tous. Je l'ai créé à une époque où justement les réseaux de charge n'étaient pas aussi développés que maintenant et où l'opportunité était donnée à chacun de dire quel chantier ils avaient croisé, quelles difficultés ils avaient rencontrées en voyageant en voiture électrique. Et par la suite, j'ai créé l'AFUV, l'association francilienne pour l'usage du véhicule électrique, afin d'avoir une présence finalement de la fédération Fauve en Île-de-France, où on peut rencontrer notamment des acteurs privés, mais aussi des acteurs publics. On a été reçu au ministère des Transports notamment. Très bien, donc une activité assez importante et assez dense dans la promotion de la voiture électrique. Alors ce groupe Facebook aussi, Superchargeur pour tous, moi j'en suis membre, je m'étais inscrit quand je l'avais vu apparaître, quand je l'avais vu popper sur ma timeline Facebook, même si je ne suis plus beaucoup sur Facebook. Et c'est intéressant parce que à l'origine c'était effectivement un groupe d'entraide et maintenant c'est devenu un groupe d'experts et on continue à y piocher énormément de très bonnes informations et de partage d'expériences sur la question spécifique de la recharge.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que de plus en plus de véhicules électriques sont vendus. Les gens, tous les ans, on a des nouveaux électromobilistes qui préparent leur grand trajet estival. Ouais. Donc, ils viennent se renseigner comment ça fonctionne, quelles sont les difficultés rencontrées, comment éviter les problèmes. La meilleure façon de voyager en véhicule électrique, tout simplement. Et c'est bien parce que c'est un partage d'expérience qui est vraiment très vivant, hein, parce qu'il est très actuel, c'est mis à jour, il y a plusieurs posts par jour. Et en fait, ça établit une espèce de cartographie de la recharge en France très vivante, en temps réel, et pratiquement on peut savoir à la minute près ou à l'heure près quel chargeur fonctionne, quelle borne ne fonctionne pas, et puis d'autres expériences sur l'autonomie, sur des parcours de voyage, etc. Donc je le recommande, hein, c'est pas de la promotion, je crois que tu n'as rien à gagner et moi non plus, à part quelques abonnés supplémentaires peut-être, Non, du tout. mais vraiment c'est un groupe qui est intéressant pour ça quand on roule en voiture électrique, et puis aussi pour ceux qui s'y intéressent et qui n'ont pas encore franchi le pas, pour voir un peu et prendre un peu la température du sujet et du domaine qui reste encore très vaste. Christophe, on va partir sur les premiers sujets d'actualité qu'on va traiter ensemble aujourd'hui. Alors c'est ce record établi par une berline, alors berline entre guillemets électrique de Mercedes. Alors c'est pas une voiture de série, c'est un prototype qui vient d'établir un record de distance avec une seule charge de plus de 1000 km. À 70 km/h de moyenne, ce qui est pas très élevé, et qui a eu donc besoin simplement d'une seule charge. C'est quoi comme modèle cette voiture-là? Alors, c'est la Mercedes EQX XX, Ouais. effectivement, une berline un peu beaucoup allongée même, Ouais. pour bénéficier avec un aérodynamisme particulier. Ouais. En fait, c'est un véritable laboratoire sur roue cette voiture, Mmh. puisque effectivement, elle tente des choses nouvelles, notamment en termes de la batterie. Une batterie de 100 kWh, mais qui en volume est 2 fois plus petite que la batterie actuelle de l'UQS par Ouais. exemple, et qui pèse 30% en moins. Ouais. Donc ça, c'est intéressant de ce que préfigurent les batteries de nos futurs VE. Mmh. À savoir qu'effectivement, alors c'est un record de plus qu'elle a battu, puisque elle avait déjà fait des records précédents. Et là aujourd'hui, actuellement, son dernier record, c'est d'avoir franchi la barre des 1000 km avec une seule charge. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il restait encore 309 km d'autonomie dans la batterie. Ouais, c'est fou. Donc ça veut dire qu'elle aurait pu faire près de 1400 km avec une seule charge. Et Tout à fait. ouais. Donc en fait, c'est un trajet qui a duré 14 heures et 42 minutes très exactement, et qui partait de Riyad, Oui. en Arabie Saoudite, et qui allait jusqu'à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Donc la consommation 7,4 kWh au 100 km. Et puis alors ce qui est intéressant aussi, c'est que alors il faisait 34 degrés de température moyenne, donc les occupants de la voiture ont mis la clim, et apparemment elle a eu un impact très minimal sur l'efficacité grâce à une pompe à chaleur. Et puis c'est une voiture qui a aussi un toit solaire, donc qui leur a permis de récupérer, je sais plus, hein, on a le chiffre. 1,8 Ouais. kWh Ouais, c'est d'énergie sur le voyage, effectivement, soit environ 24 km d'autonomie. C'est ça. Ouais, donc Euh, ça fait 2%, quoi, 2% de la capacité totale de la batterie. voilà, Alors en soi, c'est pas ouais, grand-chose, mais ça peut toujours aider, hein, d'avoir 25 km en plus. C'est ce qui peut faire la différence entre se oui, recharger et être dans la catastrophe. Donc c'est toujours bon à prendre. Alors tout à c'est une fait. voiture, comme tu l'as dit, c'est une voiture laboratoire. Alors on a déjà eu l'occasion de la voir, hein. Je vous inviterai à regarder sur Automobile Propre, hein, l'article. C'est le Vision EQXX. C'est une voiture qui est en même temps prototype et en même temps qui ressemble déjà un peu à ce que pourrait être une voiture de série. On a un avant qui évoque un petit peu la, 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 la Kia EV6, et puis un arrière très profilé comme ça, qui rappellerait un peu pour le coup la Ioniq 6. Et une X6, tout à fait. Le cockpit ressemble un petit peu à une berline coupée de type un peu Taycan.
Donc c'est une voiture qui pourrait tout à fait avoir sa place sur nos routes. C'est une 4 portes, donc 4 places, qui peut embarquer probablement 4 passagers, même si les passagers arrière seront peut-être un petit peu à l'étroit, mais en tout cas c'est une voiture assez longue. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est aussi peut-être, Christophe, la comparaison qu'on pourrait faire aujourd'hui avec une voiture de grande série. Est-ce que finalement, si on avait pris, alors je vais prendre l'exemple qui vient tout de suite en tête parce que c'est une voiture assez efficiente, mais si on avait pris une Model 3, une Tesla Model 3 propulsion ou éventuellement une Tesla Model S grande autonomie, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire 70 km/h de moyenne avec une moyenne constante, très peu de changement de vitesse, de changement d'allure, hein, pas de changement de vitesse, mais de changement d'allure, sur un territoire plat, rectiligne à 34 degrés de température moyenne, est-ce que finalement on ne serait pas arrivé aux mêmes conclusions avec une Model 3 ou une Model S? Je pense qu'on aurait quand même eu une consommation, alors pour le coup nettement plus élevée, mais de l'ordre de 12, entre 12 et 15 kWh au 100. Ouais. Alors effectivement, c'est des voitures qui ont une batterie un peu plus petite, un aérodynamisme un peu moins prononcé aussi que le QXX, qui va vraiment très loin Ouais. dans les travaux d'aérodynamique. Je pense, voilà, ce que ça préfigure, c'est qu'effectivement, on devrait pouvoir descendre sous la barre des 10 kWh, ce qui serait déjà pas mal avec une voiture plus habitable. Oui. Comme tu le disais, à l'arrière, les passagers seront sans doute un peu serrés au niveau de la tête. Ouais. Mais c'est intéressant de voir ce que ça préfigure et les progrès qu'on peut encore faire sur les véhicules électriques. Alors moi, j'ai vu un peu dans les commentaires, et notamment il y a des témoignages assez intéressants. Notamment un commentaire d'une personne dont le pseudo est Dinky, qui nous dit dans le sud en été avec ma Tesla Model 3, alors SR, donc short range, une petite autonomie de 2021, je peux passer sans mal sous les 9 kWh au 100 km sur un réseau secondaire, donc sans clim, donc température pas trop élevée. Et alors évidemment, c'est à des moyennes qui sont assez basses, mais on le sait, on en a déjà parlé. En fait, quand on utilise sa voiture sur les routes du réseau secondaire en France ou en Europe, c'est assez saisissant de regarder la moyenne qu'on fait. On a l'impression qu'on roule à 80, 90, voire 100 km/h selon les configurations et les autorisations. Et même si on prend un petit peu de voies périphériques et d'autoroutes, et puis au bout du compte, quand on regarde au bout de la journée sa moyenne, on est à 50, 60, 65 km/h, 70 km/h maximum. Donc on est vraiment dans le périmètre du cycle WLTP en fait. Et là, je l'ai déjà dit, mais le cycle WLTP dans ces conditions-là est tout à fait crédible. Alors on sait que si on fait du mixte, qu'on fait beaucoup d'autoroutes, etc., on sera bien au-delà en termes de consommation. Mais une voiture aujourd'hui bien efficiente avec une température relativement tempérée, on peut effectivement tomber entre 12 et 15 kWh au 100 km. Donc maintenant, c'est une voiture laboratoire pour Mercedes. Il reste à voir comment ils arriveront à appliquer cela dans leur prochain modèle. On sait qu'ils préparent des nouvelles gammes, notamment une nouvelle gamme de classe A et de classe C, je crois, berline électrique, qu'ils veulent très efficiente. Donc à suivre, et on voit aussi que pour obtenir ce type de résultat, il vaut mieux s'éloigner un petit peu de la logique SUV. Tout à fait. Alors justement, SUV, on va en parler puisque Audi vient enfin de présenter l'Audi Q6 e-tron. Donc c'est un SUV de taille intermédiaire qui est un petit peu plus gros que le Q4 qu'on connaît aujourd'hui, qui se rapprocherait plus du Q5 thermique et voire un tout petit peu plus important. Donc entre l'Audi e-tron SUV qu'on a connu dès le départ et puis le Q4. Alors on l'a beaucoup attendu cette voiture, hein. Elle devait sortir il y a 2 ans, il y a 1 an, et puis Audi a dû faire face à des problèmes notamment de mise en place et de conception de logiciels autour de la voiture, qu'a connu aussi Porsche avec le Macan, qui a lui aussi, du coup, le Macan électrique connu et subi beaucoup de retard. Ces voitures arrivent enfin sur la même plateforme, Christophe. Oui, tout à fait. Comme tu le dis, les deux voitures partagent la même plateforme. Donc sans grande surprise, elles partagent les mêmes équipements électriques, à savoir la plateforme 800 volts.
Ce qui est intéressant, c'est que cette plateforme, cette batterie peut être splittée en deux en fait quand on charge sur les bornes 400 volts. Ouais. Donc on peut exploiter pleinement les charges. Une recharge de 10-80% en 21 minutes. C'est un très bon élève parmi les voitures électriques. Ouais. Ce que j'ai noté également, ce qui me semble intéressant et qui est assez rare, c'est les deux prises T2. Savoir que d'un côté on a la prise CCS, donc avec la partie T2, et de l'autre côté on a une prise T2 toute seule. Ce qui peut, on a tous connu le fait de devoir faire passer le câble à travers la voiture. Ou d'avoir des positions de borne qui sont pas idéales. Voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir potentiellement ce genre d'équipement. Ce qui est intéressant, c'est de proposer l'option 22 kW aussi en chargeur AC. Ouais. C'est quelque chose qu'on voit pas tout le temps. Et a priori, la plateforme prévoit une efficience 30% meilleure que les précédentes plateformes. Donc, à voir ce que ça donnera en réel. Ouais. Sur le route. Donc c'est la plateforme PPE, un Premium Plateforme électrique, qui est partagée donc avec Porsche pour le Macan électrique, Macan EV. Donc là, l'Audi Q6 e-tron va être disponible en 4 versions, et puis avec pas mal de place, parce que le coffre, selon la configuration, peut aller de 526 litres à 1529 litres. Et puis alors ça fait plaisir parce que c'est pas très courant finalement, un petit frunk, un petit coffre avant de 64 litres quand même, ce qui est pas négligeable. Voilà, c'est une jolie voiture, comme les Audi généralement. Après, bon, c'est une question de goût. Tout le monde n'est pas fan. Moi, j'avoue que j'ai toujours eu un petit faible pour la ligne des Audi, et notamment toutes les gammes actuelles, qui je trouve sont très belles et très cohérentes. Après, on pense ce qu'on veut de l'électrification, de la stratégie d'Audi en termes d'électrification. On sait que Audi était un petit peu perdu ces derniers temps. On avait l'impression qu'ils nous avaient aussi perdu, qu'ils étaient un peu au milieu du gué, comme ça, à faire des annonces, souvent beaucoup d'annonces, pas beaucoup de faits concrets, et puis des annonces un petit peu contradictoires. Mais là, ils ont peut-être repris la main. C'est une voiture qui va offrir jusqu'à 625 km d'autonomie, avec une batterie de 100 kWh, donc 94,9 kWh utile, ouais. Ce qui va faire hurler les adeptes de la sobriété et des petites batteries. Mais bon, c'est comme ça. Et effectivement, c'est aussi une voiture qui va faire hurler ceux qui n'aiment pas les voitures lourdes, puisqu'elle va quand même largement taper les 2 tonnes 3. Mais bon, voilà, recharge rapide, une voiture au design très léché comme on le connaît chez Audi, un intérieur aussi assez sympa. On est assez impatient de faire les premiers essais de cette Audi Q6 e-tron. Tout à fait. Suivant, alors on va parler de Hertz. Alors Hertz, on en a déjà parlé à plusieurs reprises ces derniers temps, parce que tu sais, Christophe, que Hertz était un petit peu dans la tourmente, comme on dit, suite à son investissement très massif dans l'achat de voitures électriques pour électrifier sa flotte en 2021-2022. Hertz avait annoncé avoir acheté 100 000 voitures électriques, dont une majorité de Tesla Model 3 et Model Y. Et puis, suite au yo-yo des tarifs de Tesla, eh bien, Hertz s'est mis un peu dans la sauce, parce que son capital a fondu comme neige au soleil, ce qui a conduit récemment, ces derniers jours, à la démission du PDG de Hertz. Oui, PDG qui a sans doute subi effectivement un risque qui avait été pris par Hertz, donc 100 000 véhicules qui avaient été, c'était l'annonce datait de fin 2021. Ouais, c'est ça. Je sais pas si Tesla avait tout livré, puisque il y a un an, Tesla n'avait livré que 50% des véhicules a priori. Ouais. Ils avaient commandé principalement des Tesla et aussi des Polestar, je crois. 65 000 Polestar, effectivement, ouais. Donc après, c'est une stratégie qui, pour le coup, n'a pas été payante. On sait que les prix Tesla, notamment, fluctuent beaucoup dans le temps. Ouais. C'est ce qui a causé et notamment ce qu'ils avaient aussi soulevé, c'est le coût de réparation des véhicules, qu'ils n'avaient pas anticipé, qui s'avérait plus lourd que prévu. Alors c'est très paradoxal, parce que au départ, il y a pas très longtemps, il y a un an, 9 mois, 10 mois, Hertz se félicitait de son investissement dans les voitures électriques, et notamment dans Tesla. Et l'un des arguments principaux était de dire que les voitures revenaient beaucoup moins cher en coût d'entretien que des voitures thermiques.
Et alors, en fait, il y a une distinction entre entretien courant et réparation. C'est-à-dire que jusqu'à ce que les Tesla soient en bon état, Hertz se félicitait de son investissement parce que les voitures ne coûtaient très peu en entretien. Mais quand il a commencé à être question de faire les premières réparations, notamment des réparations de carrosserie, Hertz a compris sa douleur, ou en tout cas ses assurances. Alors on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, parce qu'on imagine bien qu'une entreprise comme ça est très très bien couverte par les assurances, mais peut-être que les tarifs d'assurance ont aussi considérablement augmenté. Et puis ensuite, comme tu le dis, d'évaluation des prix des Tesla sur le marché de l'occasion, qui a contribué aux pertes pratiquement les pires que Hertz ait connues ces dernières années, en 2023. Et du coup, le PDG est parti. Alors ça pose plein de questions. On avait déjà fait un sujet là-dessus, sur le fait que est-ce que aujourd'hui le grand public est prêt pour louer des voitures électriques, dans quelles conditions? Est-ce qu'un professionnel qui doit faire 500 km dans la journée et aller voir trois clients est le bon client pour la location de voitures électriques? D'un autre côté, j'ai des exemples, et j'avais failli le faire, moi, de gens qui ont traversé les US en Tesla de Hertz sans aucun problème, sachant que il y a des superchargeurs à peu près partout. Donc on est vraiment sur une espèce de grand écart. Moi, je pense que, enfin, c'est mon avis personnel, très modestement, que les entreprises de location n'ont peut-être pas assez anticipé, notamment sur l'éducation des clients, sur la pédagogie, sur l'accompagnement des clients, pour leur dire, regardez, par rapport à votre usage, peut-être qu'une voiture électrique va convenir, ça va vous coûter moins cher, et puis ça va être plus agréable pour vous. Mais voilà, tout ça, ça nécessite quand même pas mal de pédagogie. C'est peut-être un peu ce que vous faites aussi, Christophe, avec ton association, hein. C'est aussi beaucoup de pédagogie, non? Tout à fait. C'est le constat que j'avais fait, c'est que les gens ont besoin d'être accompagnés, d'être rassurés. Alors c'est bien de le faire quand on est simple utilisateur, mais de se constituer en association nous permet d'avoir une voix qui porte un peu plus loin. Ouais. Et plus de visibilité. Donc effectivement, c'est un peu notre raison d'être d'aller vers les gens et de leur montrer ce que peut être la vie en véhicule électrique, et de les conseiller aussi sur le véhicule qu'ils devraient prendre, acheter ou louer d'ailleurs, puisque selon les types de trajets que l'on fait, on va pas choisir le même véhicule. Bien sûr. Alors, Christophe, on reste dans les grandes firmes. Alors là, on ne parle pas d'une firme ou de firmes américaines, mais d'une firme vietnamienne, VinFast, le constructeur automobile vietnamien, qui prévoit de déployer un réseau de recharge international pour ses véhicules électriques. Donc, il a créé une nouvelle entité, V-Green, et il va investir beaucoup d'argent pour étendre son infrastructure de charge rapide. On y croit ou pas? On a envie d'y croire. C'est bien d'avoir plusieurs réseaux de charge. Ouais. Par contre, moi, je me positionnerais. Si j'étais un client VinFast, je me dirais que d'abord livrez-moi mon véhicule et avant de faire un réseau. On a un adhérent qui attend son véhicule depuis plus d'1 an maintenant. Voilà. Donc j'espère pour lui qu'il va l'avoir dans quelques semaines. Ouais. Je lui souhaite, parce qu'en plus on a envie de le voir, on a envie de voir ce que c'est une VinFast. Maintenant pour le réseau de recharge, alors a priori pour l'instant ça concerne pas forcément l'Europe, ouais. Je crois que c'est que centré sur le Vietnam pour l'instant. 370 millions d'euros quand même, ouais. qu'ils ont mis sur la table pour ce réseau. Donc comme on peut dire, wait and see. Alors, je sais pas, 370 millions d'euros, on peut faire un calcul à la louche. On sait qu'une station de recharge haut débit avec 4 stèles en moyenne, c'est quoi? C'est entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc, ça voudrait dire que c'est ça, 500 000, je pense, aujourd'hui, au coût actuel, effectivement. Donc, ça voudrait dire que le Vietnam pourrait potentiellement être équipé de 740 stations assez rapidement. 740. Ouais. Ouais. Ce qui serait une bonne nouvelle pour nos amis vietnamiens. Bon, maintenant, faut qu'ils aient des voitures électriques aussi, hein. Donc, alors moi, j'ai un point de vue un peu particulier, et surtout, j'essaye d'être objectif, mais je connais un petit peu VinFast parce que VinFast avait lancé en grand fast, sans mauvais jeu de mots, sa première voiture électrique, une espèce de crossover SUV, la VF7, si je me souviens bien, ou la VF8. Au Vietnam, en juillet 2022, nous avions
avions été conviés au lancement de cette voiture et on avait essayé cette voiture sur une route privée, sur une île privée qui appartenait à VinFast. Au Vietnam, tout appartient à peu près à VinFast. Donc c'est un groupe énorme, immobilier, hôtelier, alimentaire, etc., etc. Et donc voilà, la voiture m'avait fait bonne impression. Elle était bien finie. Il y a un juge de paix dans les nouvelles voitures. Souvent, c'est l'interface et le système d'infodivertissement. C'est là qu'on voit qu'une voiture est au point ou pas. Et j'avais été assez bluffé par la fluidité et la richesse du système d'infodivertissement qui était en même temps assez ergonomique. Donc là, sur ce point, je trouve qu'ils avaient bien travaillé. La performance de la voiture était sympa. Hein. C'est un gros SUV assez lourd, mais ça prenait 0-100 en 5 secondes à peu près. Donc c'était une voiture assez agréable à conduire. Après, on a eu de grosses déconvenues puisque quand je crois que les premiers tests officiels et les premières homologations d'autonomie sont arrivés, c'était assez catastrophique. Hein. C'est une voiture qui était annoncée pour plus de 400 ou 450 km d'autonomie et qui tenait à peine des 200-250 km. Donc c'est pour une voiture qui se positionne un petit peu sur le haut de gamme et qui n'est pas donnée. Bon, c'est quand même difficile pour une marque totalement inconnue et vietnamienne de prétendre à venir marcher sur les plates-bandes du premium européen ou américain. Et puis moi, j'ai aussi une autre expérience, c'est que VinFast qui vise aussi à être présent dans 50 pays cette année, avec des usines un peu partout, hein, en Amérique du Nord, en Inde, en Indonésie. Moi, je me souviens d'un truc, c'est que quand VinFast a commencé à montrer le bout de son nez en Europe et à faire une espèce de lancement un peu officiel, c'était au salon d'Oslo en juin 2022 où j'étais présent aussi. VinFast, on avait rencontré les équipes dirigeantes et de marketing de VinFast qui nous annonçaient 20 points de vente, 20 showrooms ou 20 concessions VinFast avant la fin 2022, c'est-à-dire qu'ils se donnaient 6 mois pour ouvrir 20 concessions. Ou alors, ils nous disaient, quand on les titillait un petit peu, qu'au plus tard, ça serait au printemps 2023. Et là, je suis allé faire un tour sur le site de VinFast, sur le store locator, c'est-à-dire la liste des showrooms VinFast en France. Ben, il n'y en a pas 20, il y en a 4. Donc, il y en a 5. Ou 5 peut-être. Ou 5, oui. Moi, j'en ai 4 sous les yeux. Alors, peut-être qu'il y en a un qui m'a échappé. Mais voilà. Donc, voilà, demain en race gratis, méfions-nous. Je souhaite tout le bonheur du monde à VinFast parce que les voitures sont sympas et puis je trouve que c'est aussi très intéressant d'avoir un nouvel acteur venant d'un autre pays. Tout à fait. Donc voilà, beaucoup de force à VinFast, beaucoup d'encouragement, mais en même temps parfois un petit peu d'incrédulité, non ? Oui. Souhaitons-leur le meilleur. C'est vrai que voyons ce qui va arriver et en espérant qu'on voit vraiment les véhicules. Et encore une fois, pour les clients qu'on fait le pari d'acheter VinFast, espérons qu'ils ne soient pas déçus. Voilà. Bon, bah, wait and see, on va suivre ça de près, surtout que le constructeur annonce de nouveaux modèles qui ont l'air assez sympathiques. Donc, ils ont un bon designer. En tout cas, moi, je les trouve sympas, leurs voitures. Mais bon, voilà, ça suffit pas, ça fait pas tout. Dernier sujet, Christophe. Alors là, on va rester un peu dans les batteries, dans la recharge, mais d'une autre façon. On va remonter à la source et donc il serait question qu'une société française ouvre une mine de lithium en Auvergne, à Échassières, très exactement. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? C'est une mine qui pourrait produire de l'hydroxyde de lithium pour environ 700 000 voitures par an à partir de 2028. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce une bonne chose ? Je te ferai une réponse de Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. En tout cas, c'est un sujet qui est très politique, hein, puisque on le sait. Enfin, on veut rapprocher les fabrications. On a longtemps dit que c'était pas bien de produire des véhicules loin et qu'il fallait les produire le plus près possible. Et les véhicules, ça passe par les batteries forcément. Donc en tant qu'utilisateur et défenseur de véhicules électriques, je serais plutôt pour l'exploitation de cette mine, sachant que c'est déjà actuellement une carrière de kaolin. Donc c'est pas un terrain totalement vaste, hein, c'est déjà exploité. C'est pas vierge. C'est déjà un terrain exploité. C'est pas vierge, tout à fait. Donc déjà, point de vue paysage, ça va pas dénaturer grand chose de plus. Ouais. Moi, je suis plutôt favorable à exploiter les ressources proches et encore plus quand elles sont sur notre territoire. Si ça peut nous faire gagner un peu, pourquoi pas.
A priori, en Europe, on aurait un potentiel de 1% des réserves mondiales de lithium. D'accord. Donc c'est plutôt très peu, mais si on peut l'exploiter et si ça peut nous aider dans cette transition, pourquoi pas. Oui, puis à être un peu plus souverain, à moins dépendre des minerais et des matériaux qui proviennent de pays très lointains, comme pour l'instant la Chine ou l'Australie. Oui, ou le Chili, oui, effectivement. Chili. Ouais. Donc, je pense que c'est une chance. Après, avoir effectivement, quand on a quelque chose comme ça à côté de chez soi, on n'a jamais envie que ça soit à côté de chez nous, en fait. C'est peut-être, je sais pas si c'est humain ou simplement français. Le syndrome NIMBY. Ouais. Ouais. Le syndrome NIMBY, c'est un terme anglais qui not in my back room, c'est-à-dire je veux bien tout, mais pas dans mon jardin, quoi. C'est ça. Donc effectivement, pour l'instant, le débat public a commencé il y a quelques jours. Il devrait se poursuivre jusqu'au début juillet. Ouais. Les gens ont l'air, a priori, dans ce qui est remonté, plutôt contre, pour l'instant, forcément. Attendons de voir les conclusions du débat courant juillet, peut-être après l'été. Donc en tout cas, effectivement, les riverains de cette mine sont assez vent debout parce que ils ont des craintes qui peuvent paraître totalement légitimes. Oui. La préservation des terres agricoles, l'impact sur le tourisme. Alors l'impact sur le tourisme, ça me fait un petit peu sourire quand même parce que souvent ce sont les mêmes associations qui s'élèvent aussi contre le tourisme une fois qu'on a déblayé tous les sujets précédents. Donc oui. Voilà, bon, il y a quand même une opposition assez ferme de la part d'associations locales. Il y a l'emploi aussi. Oui, il y a l'emploi. Ça pourrait créer entre 600 et 1000 emplois, en tout cas 600 emplois fixes. Ce qui est pas négligeable quand même dans une région qui est pas forcément la plus dynamique du monde. Donc et puis qui est aussi une belle région. Donc peut-être que ça permettrait d'attirer des gens qualifiés, de créer un écosystème assez favorable à la région. Et puis bon, les oppositions, les craintes habituelles. Alors que finalement c'est peut-être une opportunité parce que les Chinois, eux, ils vont pas nous attendre et ils vont pas faire des études et des études d'impact pendant 25 ans pour savoir si c'est bien ou pas, pour finalement dire non ou se retrouver avec une ZAD. Donc voilà, bon, on va suivre ça, mais bien sûr qu'il faut prendre en considération tous les impacts environnementaux et sociétaux et sociaux, mais j'ai plutôt l'impression que ça serait plutôt favorable. Et surtout qu'on dépendrait beaucoup moins finalement de la Chine, puisqu'on se plaint aussi de dépendre de la Chine pour beaucoup de choses. Peut-être que si on arrive à produire des batteries avec nos propres minerais, ça pourrait être un bon début. Et puis il y aurait plus de questions là sur l'importation du pétrole, puisque non seulement c'est quand même un peu moins polluant, et puis ça serait produit sur place. Ça, j'ai toujours tendance à regarder effectivement si on fait pas ça, qu'est-ce qui va se produire. Et finalement, ça sera peut-être un moindre mal, on va dire, d'extraire à peu près proprement en France sur notre territoire, plutôt que extraire du pétrole je ne sais où, ou extraire de façon moins propre, moins vertueuse en Chine. Complètement. Très bien, merci Christophe pour ta participation talentueuse à cette revue de l'actualité de la semaine. On se reverra très prochainement et avec grand plaisir. Merci Christophe et à très bientôt. Merci beaucoup Eric. Au revoir, à très bientôt. Bonjour Jean-Marc Donatien. Vous êtes président national du métier de carrossier pour Mobiliance. Pouvez-vous nous présenter Mobiliance, son historique, son activité, ses missions, le nombre d'adhérents, etc. Tout à fait. Alors, Mobiliance est un syndicat qui a été créé en 1902 pour défendre les intérêts de la profession. Donc, dans l'automobile, Mobiliance aujourd'hui, c'est 21 métiers, c'est à peu près 170 000 entreprises et pratiquement 500 000 emplois. D'accord. Et sur ces 21 métiers, il y a 2000 élus qui, au quotidien, font le lien entre Mobiliance, donc Paris, et les régions. Donc, c'est très territorial. On a un maillage territorial assez important, avec des présidents de région, présidents départementaux. Donc voilà, c'est une belle entreprise, un beau syndicat, et on œuvre là au niveau des intérêts, comme je disais, de la profession, au plus près du terrain. C'est-à-dire qu'on est là présent en région et surtout en département. D'accord. Vous voyez, on est vraiment très très proche de nos adhérents, avec beaucoup de
beaucoup d'interventions sur le terrain. D'ailleurs, moi-même, je reviens de Bordeaux et je suis la semaine prochaine en réunion à Aix-en-Provence. Donc vous représentez et vous défendez les métiers de l'automobile, donc ça veut dire tous les métiers de l'automobile, les concessions, les carrossiers, tous les métiers, voilà. En fait, vous avez la partie industrie. Ouais. Là, ce sont des grosses des constructeurs, et ensuite tout ce qui est représentatif de l'après-vente. Donc tous les métiers, que ce soit les stations-service, les centres des constructions, les VHU, que ce soit les deux roues, que ce soit les carrossiers, les concessionnaires, les agents de marque, j'en passe, les auto-écoles. Vous voyez, ça 21, maintenant presque 23, parce qu'on va parler d'électricité. On parle aussi là d'un nouveau métier chez nous, le rétrofit. Oui. Qui est à la mode, et là aussi ils font partie de Mobiliance, mais qu'on défend vraiment la profession dans son ensemble, de tout ce qui est partie après-vente. C'est un organisme patronal, hein. Ça veut dire quoi exactement? En fait, ce sont des élus, ce sont les chefs d'entreprise, les élus, et chaque adhérent qui paye sa cotisation aide justement à ce qu'on puisse défendre, avoir les moyens de défendre. Donc on est surtout, de par notre représentativité, au niveau des pouvoirs publics. Donc, si vous voulez, on rencontre les pouvoirs publics régulièrement. Vous avez combien d'adhérents aujourd'hui? En fait, les adhérents, il y a 170 000 entreprises, donc imaginez, ce sont les adhérents. Oui. Chaque entreprise est adhérente à Mobiliance. Moi-même, en étant anciennement carrossier, j'étais carrossier chez l'entreprise et adhérent à Mobiliance. Alors on va parler justement un petit peu de ce qu'apporte et de ce que change en fait l'électrification dans votre activité et dans l'activité automobile d'une façon un peu générale. Même si vous êtes plus spécialisé sur la carrosserie, mais vous avez aussi, je dirais, la capacité de répondre sur des questions un petit peu plus générales sur le processus d'électrification aujourd'hui. Alors moi j'ai parcouru le site Mobiliance, j'ai pas vu beaucoup de sujets liés à l'électromobilité ni à la voiture électrique. Et du coup, la question, c'est comment vous accompagnez les acteurs de l'industrie automobile dans l'adaptation à la mobilité électrique. Concrètement, ça se passe comment? Je sais pas. Par exemple, est-ce que vous avez des cas de figure, un carrossier, puisque vous connaissez bien le sujet, qui aujourd'hui doit réparer une voiture électrique? Est-ce qu'il y a des spécificités? Alors, en fait, l'électrification nous fait pas peur. Déjà, sachez que on parle de la carrosserie, par exemple, je peux parler de la prévente. Ouais. En général, dans l'automobile, ça fait plus d'une centaine d'années quand même un siècle qu'on est là sur place et qu'on évolue au fil du temps. Hein. On est passé des chevaux aux chevaux vapeur et depuis on n'a pas cessé d'évoluer. Donc aujourd'hui l'électricité ne fait peur à personne. C'est juste un nouveau. Le moyen de commotion a changé au niveau de la motorisation. C'est vrai qu'on n'est plus en thermique, on est en électrique. Le reste de la voiture reste exactement le même. Ce sont avec des roues, des volants, des freins, des suspensions. Il y a des éléments qui sont dessus qui sont d'usure. Donc on aura toujours l'entretien. Au niveau de la carrosserie, c'est pareil. Les structures, les coques restent les mêmes. Les ouvrants, les portes, les haillons, les chocs avant avec des. Alors, ce qui va changer au niveau des chocs au niveau de la carrosserie, c'est uniquement au niveau qu'il y ait un moteur électrique à l'avant plutôt que d'un moteur thermique. Donc, effectivement, on a beaucoup moins de pièces en mouvement. C'est la particularité. Sinon, depuis déjà de nombreuses années, on travaille sur l'hybridation. Donc on a déjà la capacité, on s'est déjà travaillé sur les voitures électriques, les voitures dites hybrides, où on avait la mise en sécurité pour nous les carrossiers et les gens de la prévente, une formation à ce niveau-là, de manière à pouvoir dissocier la partie haute tension de la partie thermique classique. Donc ça, tout le monde sait le faire dans la prévente comme dans la carrosserie. Le monde de demain, qui est là aujourd'hui avec les voitures dites toutes électriques, 100% électriques, c'est la même chose. En fait, on a des formations qui sont faites par le NFA, le GNFA. Il y a aussi CSV France à Poitiers qui le fait aussi, qui est une annexe, qui est en privé, mais qui rentre aussi avec la participation de l'OPCO pour les formations et le remboursement et l'aide aux formations. Donc en fait, quand on fait nos tours de région, comme je le disais tout à l'heure, on était un maillage territorial, ce qui fait que dans les régions, quand on reçoit les gens, quand on fait des réunions, on leur explique bien. Il y a toujours des gens du GNFA qui viennent pour expliquer les formations, et donc les gens sont au courant. Mais on n'a pas peur aujourd'hui, on ne doit pas avoir peur de se dire c'est électrique, on va plus rien faire. Il y aura toujours du travail. C'est différent et les métiers vont changer. Je pense que vous allez me poser la question.
Ouais, vous avez justement au niveau des métiers. Alors les métiers évoluent forcément, vous l'avez déjà un peu dit. Est-ce que vous avez déjà identifié de nouveaux métiers? C'est-à-dire, alors vous avez mentionné le rétrofit, mais est-ce que vous pensez qu'il va y avoir de nouveaux métiers qui vont arriver, de nouvelles branches qui vont venir compléter les métiers avec lesquels vous travaillez déjà? En fait, ils existent déjà, ces gens-là. En fait, il y a déjà des gens qui sont alors je sais pas comment on dit, électrotechnique, électromécanique, mais effectivement, il y a des gens qui sont maintenant formés pour commencer à rechercher des pannes sur les voitures électriques. Alors bien sûr, la plupart sont formés par les constructeurs, puisqu'il y a maintenant Tesla, BYD qui arrive sur le marché, même Peugeot, Renault commencent à faire des voitures 100% électriques. Donc du coup, en interne dans les constructeurs, chez les constructeurs, il y a déjà des formations pour les futurs techniciens de demain. Ce sont des techniciens électromécaniciens, on va dire peut-être, qui eux vont avoir plus la partie comme on avait. Il fut un temps quand l'injection électronique est arrivée, on a eu une modification des gens qui réglaient les carburateurs. Ensuite, on a eu des électriciens qui étaient plus je cherche le mot, mais c'est des techniciens un peu supérieurs qui sont bloqués sur l'injection électronique. Et aujourd'hui, on va se dire qu'on a la même chose au niveau des techs, s'ils appellent les techs par exemple chez Renault, qui sont les techniciens qui sont là uniquement pour la partie électrique. Et ils vont pouvoir chercher justement les pannes, on va pouvoir avancer un petit peu plus. Le monde de demain, il est déjà prêt aussi, puisque je suis allé dans un centre de formation qui maintenant fait de la réparation de batteries. C'est-à-dire qu'on va pouvoir demain changer sur des modules de 400 volts les éléments. On va pouvoir changer des petits éléments de batterie. Donc c'est vrai que on avance. Aujourd'hui, la batterie, malheureusement, quand il y a eu un choc, on l'enlève, on la met de côté, on en remet une neuve. Demain, on va pouvoir les réparer. C'est là où ça devient intéressant. Mais donc ces gens sont formés pour ça. Donc ça, c'est un nouveau métier qui arrive dans les ateliers, avec bien sûr tout ce qu'il y a derrière au niveau du matériel pour pouvoir travailler sur ces batteries, avec la sécurité qui va avec. Ouais, je regardais encore une fois sur le site Mobiliance, et quand je parle de nouveaux métiers, alors effectivement vous avez mentionné l'exemple du passage à l'injection électronique, etc. Mais enfin là, je pense que le passage à la voiture électrique, c'est quand même un changement beaucoup plus important. C'est véritablement un nouveau paradigme, une nouvelle industrie. Et on le voit bien puisque les constructeurs peinent un petit peu à s'adapter. Donc on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus radical et un changement beaucoup plus important. Et du coup, par exemple, j'imagine dans les métiers avec lesquels vous travaillez qu'il y a aussi je sais pas, les pétroliers, les stations-service, etc. Et est-ce que vous avez aujourd'hui dans votre groupement des entreprises qui font par exemple de la recharge de voitures électriques, des réseaux de recharge? Est-ce que je sais pas, est-ce qu'un Ionity, est-ce qu'un Fastned, est-ce qu'un Electra est inscrit dans votre groupement? Alors aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que notre métier, on parlait des métiers, on a aussi le métier avec Francis Pousse des stations-service. Ouais. Et bien sûr, il est en cours de pouvoir modifier certaines stations-service et les équiper de bornes de recharge. La particularité d'une station-service actuelle, c'est que vous arrivez en 3 minutes, vous faites le plein et vous repartez. C'est fluide. Demain, s'il faut installer dans les stations-service classiques de nos jours un poste de recharge électrique, c'est minimum 20 minutes. On peut pas mettre 50 voitures sur une place dans un centre-ville, malheureusement. Donc, il y a des adaptations qui sont faites. On a aussi le métier, chez nous, le métier des parkings. Donc, du coup, là aussi, on est adapté. Et on a un métier maintenant aussi pour, justement, les bandes de recharge. Donc, on a des gens qui sont chez nous, chez Mobiliance, qui s'occupent de ce métier, qui est un métier sur la mise en place des bornes de recharge. Vous savez que maintenant, aujourd'hui, il y a 100 000 bornes de recharge en France. Il en faut 10 fois plus. 125 000, maintenant, on augmente tous les jours. On forme les gens. En fait, quand on fait des réunions, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps, et on explique aux gens que ils peuvent, eux, garagistes ou carrossiers, pouvoir mettre chez eux, en fonction, encore une fois, de la place, une borne de recharge qui va être avec des aides de l'État, donc qui est assez intéressant. Et en fait, c'est un service en plus qu'on va pouvoir rendre aux particuliers. Si vous voulez, votre client qui vient déposer sa voiture, vous pouvez lui proposer une charge qui puisse repartir avec sa voiture chargée, moyennant un coût, bien sûr, mais on a une proposition de service. On va dire que la notion de service, elle est toujours là. Donc, on s'adapte aussi à cette notion de service. Mais alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que il y a une infrastructure à mettre en place et c'est assez coûteux, quoi.
Dans les métiers de l'automobile aujourd'hui, puisque ça évolue beaucoup avec l'électromobilité, il y a aussi, vous le savez probablement, beaucoup d'innovations, beaucoup de technologies numériques aussi. Est-ce que dans les entreprises que vous représentez, il y a aujourd'hui, vous sentez une croissance des entreprises de technologie qui sont pas forcément des entreprises qui sont des entreprises industrielles, mais des fabricants de logiciels, de solutions en ligne, de modes de solutions de guidage, etc. Vous avez ce genre d'entreprise aujourd'hui, ou vous restez encore très ancré sur le côté plus service et industrie? Non, on va rester dans notre métier qui est celui de la réparation et du service. Mais là, non, ça c'est un peu plus complexe. Vous savez, aujourd'hui, un peu entre guillemets la problématique, c'est on va prendre le modèle Tesla puisque c'est le modèle qui a fait le plus de buzz aujourd'hui, qui continue. Aujourd'hui, vous êtes carrossier, vous voulez travailler sur une Tesla, vous pouvez pas. Un carrossier classique ne peut pas. C'est-à-dire que des petites réparations annexes, on peut le faire, mais dès que vous démontez un élément, ils le savent, ils sont au courant, et du coup la garantie peut sauter. Et il faut obligatoirement passer par une formation et par un petit billet d'entrée, gentil, d'à peu près entre 100 et 150 000 euros, pour commencer à travailler sur Tesla. Donc vous voyez, la crainte que moi j'aimais, encore une fois quand je fais mes réunions, où là j'en profite aussi pour en parler, c'est que le modèle Tesla soit reproduit à l'identique sur d'autres constructeurs, qui vont dire qu'aujourd'hui, j'ai posé la question à un des responsables de chez Renault, est-ce que vous n'allez pas adopter le même modèle que Tesla? Et il m'a dit, c'est quoi le modèle Tesla? Ben je lui dis, le modèle Tesla, c'est tout simplement 150 000 euros quoi, pour travailler, avoir le droit de travailler sur les voitures. Et Renault, la crainte qu'on peut avoir, c'est Renault, Peugeot puissent se dire que on va avoir la même chose, c'est-à-dire qu'on va être obligé de passer par le constructeur pour avoir l'agrément de pouvoir travailler sur ces voitures. Ce qui explique la différence de prix monstrueuse entre parfois les carrossiers agréés Tesla et un carrossier non agréé Tesla pour la même réparation. J'ai vu des exemples récemment totalement hallucinants en préparation de cet entretien. Et j'ai vu notamment un témoignage de quelqu'un qui disait qu'il avait fait faire un devis chez un carrossier agréé Tesla pour quelque chose somme toute assez banal. Le devis était de 9 000 euros et il a fait faire la réparation chez son carrossier 600 euros. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est peut-être un peu exagéré, et je pense qu'il y a forcément d'autres choses. Je pense qu'après, voilà, je prendrai pas parti sur ça parce que c'est toujours, il faut voir. Moi, je défends toujours les dossiers avec des deux parties, de savoir comment ça s'est fait. Mais de 600 à 9 000, ça me paraît un peu exagéré parce qu'en fait, déjà, moi, ça m'étonne pas en fait. Si le travail était posté sur une partie structurelle, c'est sûr et certain que le carrossier pouvait pas le faire. Ou il l'a fait, mais malheureusement il l'a fait avec son bon vouloir et sans prendre en compte qu'il y a une partie structurelle et que derrière, faut savoir que dans notre métier, on a ce qu'on appelle l'obligation de résultat. Et que si demain il arrive quelque chose sur cette voiture qui n'a pas été faite par quelqu'un qui est spécialisé et agréé, l'obligation de résultat du travail qui a été fait, s'il n'a pas été fait dans les règles de l'art, c'est fini. C'est quand même dangereux. Il y a des parties structurelles sur des voitures où il faut pas jouer. Donc Tesla, faut savoir qu'il y a des parties structurelles qui sont importantes pour celle de protection de la batterie. Là aussi, il faut pas faire n'importe quoi. On est tenté en tant que carrossier à découper. C'est de l'aluminium, on sait faire. On le faisait aussi dans ma carrosserie. Bon, maintenant je suis en retraite, j'ai vendu, mais je n'aurais jamais pris le risque, moi, malgré qu'on fasse de belles voitures de haut de gamme chez moi, de prendre le risque d'aller faire une voiture comme celle-ci si je n'avais pas l'agrémentation pour pouvoir le faire. Et parce que c'est, encore une fois, on est sur une partie haute, très haute, vous savez, plus de 400 volts, faut pas jouer, quoi. C'est la vie des gens qui sont en jeu, et encore une fois, je me méfie un peu de ces interprétations 600 à 9 000 euros, voilà. Donc tout ça, ça fait partie justement de votre métier et des actions et des missions de Mobilians, c'est aussi de sensibiliser vos adhérents à ce type de problématique. Toujours. En fait, on est là pour aider, on est là pour accueillir, pour aider, au quotidien, pour leur transmettre toutes les connaissances que l'on a nous en amont, puisqu'on a accès à beaucoup de constructeurs qui nous donnent des informations, et on répercute au terrain, on les accompagne au quotidien, on les accompagne pour beaucoup de choses. En fait, on leur explique toujours qu'il y a des droits et des devoirs. Donc, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, et sous prétexte de dire on fait partie de Mobilians,
on a des codes bien précis à ce niveau-là. On réglemente bien tout ce système parce il faut pas que ça parte dans tous les sens. Hein. On est quand même des professionnels avant tout. Donc voilà, la voiture électrique ne fait pas peur, hein, quelque part. Ok. Si vous le voulez bien, on va passer aux questions des auditeurs. J'ai 5 questions qui sont arrivées là assez rapidement, de ce qui montre l'intérêt des auditeurs du podcast pour votre activité, votre mission. Alors, elles sont un peu en vrac et je les ai pas écoutées avant, je les ai parcourues. Et alors, si le son est pas terrible, pardonnez-nous, mais on va faire avec. Hein. Allez, c'est parti. Bonjour, Roland de Grenoble. Par rapport à la migration du savoir-faire de l'automobile, je suis de Grenoble et dans les années 80-90, on a vu toute l'électronique partir dans les pays de l'Est ou la Chine. Et du coup, il y a une nouvelle ère qui est arrivée avec la microélectronique. Donc Grenoble est devenu le nouveau bassin de la microélectronique, le Silicon Valley un peu à Grenoble. Et là, pour l'automobile, on voit la même chose arriver avec Vercor qui s'est implanté à Grenoble pour développer les batteries, le CEA aussi. Et il y a vraiment beaucoup de métiers qui ressortent vers les nouveaux métiers de l'automobile. Est-ce que pour la microélectronique, par exemple, il y a eu des formations qui ont été créées pour aller dans cette nouvelle ère? Est-ce que pour l'automobile, ça serait également prévu? Voilà. La microélectronique, en fait, il parlait des calculateurs, je pense surtout toute la partie, on parlait d'injection de calculateurs. Chez Mobiliance, il y a aussi à l'NFA et on a quelqu'un chez nous spécialisé qui est à Marchebala, qui travaille avec nous aussi sur la session de créance, c'est une autre application, mais lui travaille sur le recodage des boîtiers. En fait, notre problématique, nous, dans l'automobile, lorsqu'il y a un accident ou même dans la prévente, il faut des fois reprogrammer les airbags, reprogrammer les boîtiers. Tout ça, c'était protégé par les constructeurs, c'était très complexe. Effectivement, dans certains pays, ils peuvent se permettre de le faire. Nous, en France, malheureusement, non, on n'a pas le droit. Mais c'est réglementé et on a justement ces formations qui sont là pour les régulations des boîtiers, la reprogrammation des boîtiers après un choc, la reprogrammation d'un boîtier d'injection, de refaire des clés, ne serait-ce que de reprogrammation des clés, ça fait complexe dans un certain moment. Maintenant, ça y est, on a accès à toutes ces informations et bien sûr, on a des formations qui sont faites pour ça, pour nos métiers. Donc oui, Mobiliance est aussi actif au niveau de l'électromobilité et de cette nouvelle. C'est pas une nouvelle technologie en fait, hein. On ne fait qu'évoluer avec l'évolution, tout simplement. Question suivante. Bonjour, c'est Luc de Nîmes. Pour la construction, le problème ne risque-t-il pas de venir de constructeurs qui, comme Tesla, réaliseraient des véhicules en quelques pièces seulement avec d'énormes presses, d'où peu d'entretien par la suite? Tesla, d'ailleurs, aurait un département étudiant comment supprimer l'entretien. D'où quasi-impossibilité de réparation. Cette quasi-disparition des ateliers risque-t-il pas d'entraîner des problèmes de sécurité? Merci de votre réponse. Alors ça, c'est ces fameuses méga presses qui existent aujourd'hui. Ouais. Effectivement, Tesla est un précurseur comme dans beaucoup de choses. Là où on essaye d'aller au plus loin, alors on sera pas tout seul. Sachez que la FEDA, la Fédération des équipementiers, le fait aussi, puisque forcément il y aura plus de pièces détachées. Sachez que quand on a une partie structurelle d'une coque, vous avez possibilité par exemple de reprendre sur un choc latéral, d'avoir un tour de caisse, de pouvoir découper les bas de caisse, de couper les pieds milieux, de pouvoir raccorder tous ces pièces là. Alors ce sont des process avec des bien spécifiques, ce qu'on appelle les THLE, des taux à très haute élasticité. Ouais. Donc effectivement là aussi c'est bien protégé. Il y a des parties structurelles qu'on peut changer, d'autres qu'on ne peut pas. Il y a des constructeurs qui le donnent et d'autres non. Bon après voilà, c'est chacun décide en fonction de des affinités qu'ils ont avec la sécurité. Maintenant Tesla, il est vrai que dans sa partie presse, ce sera une partie structurelle monocoque, mais vraiment monocoque, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de possibilité de changer sur un bas de caisse. Donc imaginez, c'est-à-dire que un bas de caisse enfoncé sur un choc latéral avec un pied milieu, c'est pas le bout du monde. On sait faire, hein. C'est vraiment voilà, c'est notre métier. Mais demain, on n'aura plus. C'est pas qu'on ne saura plus, c'est qu'on ne pourra plus. Ouais. Et c'est effectivement, monsieur a raison. Sachez qu'on est on est dessus. On aura déjà rencontré les pouvoirs publics et l'autre organisme qui est donc celui de la distribution, hein, ce qu'on appelle la FEDA, est aussi dessus puisque forcément ça va rejouer sur les pièces. Il y aura plus de pièces détachées.
Donc là aussi, on va avoir un manque à gagner et tout ça. Bon, et je sais que apparemment Tesla va commencer à faire des petits. Mais bon, on est sur le coup, on essaie de faire avec nos moyens aussi. Donc vous êtes vigilant sur ces points. Très vigilant. Question suivante. Bonjour, Johan de Laval. J'ai jeté un œil sur le site internet de Mobiliance et je vois que la mission de Mobiliance ou les missions de Mobiliance, c'est de défendre les intérêts de la profession et puis de mener une prospective sur les métiers de l'automobile. Et moi, ce que je ressens de la communication de Mobiliance et notamment de son président, c'est beaucoup de réticence quant à l'électrification. Alors que ce que je vois, moi, en tout cas dans mon métier, c'est énormément d'opportunités de l'électrification dans les métiers. Il y a beaucoup d'opportunités business et donc de création de métiers par derrière. Et j'aimerais savoir pourquoi le ressenti, pourquoi on peut avoir ce ressenti-là d'une grande crainte de l'électrification, alors qu'en fait c'est un fort pourvoyeur de nouveaux business pour les métiers de l'automobile. Merci, à bientôt. Peut-être mauvaise presse, on n'a pas bien su faire, mais non, pas du tout. On est vraiment axé. On est là aussi pour l'électrification. La preuve, c'est qu'on a rentré quand même dans notre syndicat le métier des rétrofits. Donc on est vraiment là. Non, il y a aucun souci par rapport à ça. Alors, je pense que voilà, peut-être que on ne s'est pas bien exprimé à ce niveau-là, mais on est parfaitement en raccord avec l'électricité. De toute façon, on peut pas aller contre le progrès. On peut justement, soyons encore plus forts en l'accompagnant plutôt qu'en essayant de le rejeter. Donc on l'accompagne pour pouvoir nous aussi dire au pouvoir public, effectivement, on va accompagner pour les bornes de recharge. Vous voyez, on est dessus. On va accompagner pour la formation. On accompagne pour la mise en place de tout le process de réparabilité d'un voiture électrique. On est dessus. On va pas se voler à la face. Le monde change, il évolue. Nos métiers vont évoluer avec, et puis on trouvera. Il y aura forcément des nouveaux métiers. Le gars qui réglait les carburateurs à l'époque, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui il règle l'injection et demain il réglera les problèmes électriques sur. Il va évoluer, il va changer. Il y a des formations qui sont faites pour ça. En fait, le seul problème de l'électrification, c'est de l'électricité et de la voiture électrique. C'est qu'il y a eu un engouement très rapide, mais on en paye un petit peu les conséquences. D'ailleurs, quelqu'un vient d'en payer les conséquences, c'est le patron de chez Hertz, vous avez vu. Ouais. Il s'est un peu loupé dans l'électrification, ils en ont enlevé 26 000 voitures. Moi-même, quand je suis en déplacement, je loue pas une voiture électrique. Parce que si je reste dans le coin à 50, 100 km, c'est bien. Mais s'il faut faire 300 ou 500 km, j'ai pas le temps, quoi. Malheureusement. Mais ça évolue. Je roule en électrique. J'ai une voiture électrique et une voiture hybride. Voilà, les deux n'ont pas la même vocation à conduire, donc d'utilisation. Donc voilà. Après, je pense qu'on va bientôt, quand on aura 700, 800 km d'autonomie, les batteries vont évoluer aussi. On le voit bien, ça évolue. Hein. Donc il y a pas de raison de s'inquiéter. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à ces questions tout à fait de façon tout à fait spontanée, alors qu'on n'avait rien préparé. Écoutez, j'allais vous poser la dernière question, mais vous y avez déjà répondu. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique? Donc la réponse est oui, apparemment. Et oui, depuis les premières, ça fait 6 ans. En fait, moi, quand je travaillais, donc les établissements étaient en hyper centre-ville et moi, je suis Alexandré. Et du coup, pendant 6 ans, je roulais. On va pas donner de marque, si on peut. Petite Zoé, quoi. La petite Zoé, sympa, très très bien au quotidien. Par contre, la petite Zoé, quand je partais avec 300 km d'autonomie en allant à Metz, où il y avait 60 km à faire sur l'autoroute. Quand je revenais, j'avais fait 100 km et il m'en restait 30, quoi. C'est là, le seul problème, il est là. Donc là, aujourd'hui, maintenant, j'ai repris une voiture hybride, donc voilà, les deux énergies. Mais voilà, et encore, sachant qu'aujourd'hui, on est encore, vous voyez que le diesel marche encore bien, puisque le diesel est passé un peu devant l'électricité. C'est un peu le petit yo-yo, quoi. Ouais. Mais, sachez une chose, c'est que, voilà, pour parler, faire conclusion sur ce métier, on a un parc vieillissant de à peu près 12 ans, là, vous voyez, entre 12 et 12 ans et demi. 12 ans et demi, ce qui fait que 12 ans. Si on parle en 2035, il y aura plus de fabrication, on va rester sur un delta pareil de 12 ans. Donc, voire peut-être même un peu plus. Si vous voulez, 2035, ça va devenir en 2047. On a encore le temps de voir venir, hein. Et je pense que là, ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui reviennent en arrière, 2035, je pense l'échéance va être un petit peu plus augmentée parce qu'on n'est pas vraiment tous prêts. Vous y croyez, ça?
Est-ce que les Espagnols en sortent, les Allemands en sortent tout doucement. Je pense qu'il y a eu un engouement un peu écologique et qui est un peu logique, normal au départ, mais on se rend compte qu'en fait non, c'est pas si écologique que ça, quoi. Quand on va regarder comment est produit la batterie. Après, je me fais pas l'avocat du diable, bien au contraire. Ouais, c'est un autre débat. On sait que de toute façon, sur l'entièreté du cycle de vie de la voiture, de la construction à la casse, la voiture électrique est plus écologique que la voiture thermique, quels que soient les cas de figure. Alors, il y a débat. Est-ce que ça émet entre 2 et 5 fois moins de particules carbone sur la durée de l'existence de la voiture? Mais en tout cas, il y a plus vraiment de débat là-dessus. Après, il y a d'autres débats sur effectivement. Une voiture propre, ça n'existe pas. On est bien d'accord. On est bien d'accord aussi qu'on délocalise un petit peu la pollution à notre profit, etc. Et ça, c'est d'autres débats. On en a déjà. Oui, on pourra parler des centres VHU. Et dans ce cas, ça sera avec Patrick Poincelet, notre président des centres VHU, des contaminations. Donc là, on peut aussi voir avec lui. Mais c'est vrai que leur problématique aujourd'hui, elle est le stockage des batteries, quoi. Parce que nous. En thermique, on sait très bien que les moteurs sont recyclés, tout est recyclé. En électrique, pour l'instant, on ne sait pas. Mais ça va venir. Oui, les filières de recyclage de voitures électriques sont déjà très, très actives et très efficaces, et notamment sur les batteries. Les batteries, elles ont 3 vies, en fait, aujourd'hui. Et du coup, voilà. Ouais. Elles peuvent avoir aussi elles peuvent avoir une vie aussi, au niveau des capacités de charge qu'elles ont, parce que, il y a quelque temps, un ami a pris une voiture de batterie électrique, il a mis chez lui dans une salle, il a fait cloisonner, mais pour sa maison annexe de campagne, et avec des cellules photovoltaïques, et il a bien sûr un onduleur, tout est prévu par un électricien, et en fait il récupère l'énergie directement sur cette batterie, qui était normalement plus destinée à rien, puisque à 80% de capacité, on peut plus utiliser la batterie, on peut plus la vendre. Mais là on peut l'acheter dans un centre VHU, et il l'a mise, et il est en totale autonomie. Donc vous voyez, Tesla le fait aussi, il vend aussi des batteries qu'on met chez soi, qui puissent emmagasiner et récupérer l'énergie. En stationnaire, et puis il y a aussi toutes les questions d'évolution avec le V2G, la recharge à partir de la voiture qui va redistribuer bien sûr. Au réseau ou à d'autres. On s'est un peu moqué d'Agnès Pannier-Runacher quand elle a dit on va brancher nos voitures électriques et redistribuer dans le circuit, mais oui, tout à fait. On peut très bien passer, ça se fait, moi, je peux recharger. Là, si je suis embêté avec mon téléphone portable, j'ai pas de recharge. Mon portable, mon ordinateur est chargé. Je peux recharger mon portable par le biais de mon ordinateur. Donc, c'est un transfert d'énergie. Ça se fait très bien. Donc, voilà. Soyons ouverts. Et nous y sommes à Mobiliance. Mais toujours en vigilance. Toujours en vigilance. Très, très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc Donatien. Mais je vous en prie. Je rappelle que vous êtes président national du métier de carrossier pour Mobiliance. Merci beaucoup. L'essai de la semaine. Après avoir pris en main pour un très court tour de piste la délirante Hyundai Ioniq 5N il y a quelques mois lors de sa présentation à la presse, notre valeureux reporter Andy Daville n'a écouté que son courage et a enfin pu réaliser un essai complet de la bête. Il nous livre ses impressions en avant-première et il en frissonne encore. Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs du podcast. Ici Andy, je vous parle depuis l'aéroport de Barcelone, ville où je viens d'essayer sur route et sur circuit la Hyundai Ioniq 5N. Alors vous le savez, c'est une voiture pas banale. Alors, vous avez déjà les chiffres, 650 chevaux en crête, 0 à 100, 3 secondes 4, 260 km/h en vitesse de pointe et 7 minutes et 45 secondes sur la boucle nord du Nürburgring. Mais ces chiffres, ils ne racontent pas toute l'histoire. Évidemment, l'objectif de Hyundai, ils nous le disent depuis plusieurs années, c'était de faire une sportive et de se concentrer sur les sensations de conduite. Notamment, ils avaient recruté Albert Biermann, qui était le patron de BMW M, pour apprendre un maximum de choses sur le réglage des châssis, les sensations, etc. etc. Et quelque part, donc, il y avait les i20 et i30M, qui étaient de très chouettes petites voitures thermiques sportives. Et donc voici la première électrique, la Ioniq 5N. Le but, c'est d'être aussi fun qu'une thermique pour ceux qui ont le plaisir à passer les rapports, à aller taquiner le vibreur intérieur sur le circuit. Donc, écoutez, j'ai rien à dire que mission accomplie. Évidemment, la grande curiosité, c'est la vraie fausse boîte de vitesse. Alors techniquement, la voiture n'a qu'un réducteur, mais un seul rapport. On monte de 0 à 21 000 tours sans changer de rapport.
Mais quand on est dans la voiture, eh bien, on utilise des palettes, on peut passer des rapports, ça simule avec un faux bruit et la courbe de couple qu'on aurait sur une thermique avec une boîte à double embrayage et 8 rapports. Alors concrètement, comment ça se passe? On est assis au volant, on a les palettes derrière le volant, on passe, alors première, deuxième, boum, boum, boum. C'est assez marrant. Et puis on peut faire des idées aussi, se mettre en 8e et voir si on arrive à caler en dessous de 60 km/h. Bon, j'ai testé pour vous, on repasse en 7e assez vite. Mais le comportement et la courbe de couple telle que c'est reproduit, c'est vachement réaliste, c'est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs c'était assez drôle parce que j'ai partagé ma voiture avec Patrick Garcia. Patrick Garcia, c'est journaliste de Motorsport KO, donc des revues de voitures thermiques énervées. Lui c'est un grand spécialiste et c'est un gars qui se roule beaucoup. Je l'ai vu assez vite avec la banane, il s'est vraiment marré, il a validé aussi ce dispositif de vraie fausse boîte de vitesse, et donc on a eu droit à plusieurs tours de circuit, on a eu droit à de la route sinueuse. Il y a quand même beaucoup de choses aussi, alors évidemment il y a ce simulateur entre guillemets, mais il y a aussi beaucoup de choses à niveau hardware qui sont positives. Le freinage, alors on est seulement sur de l'acier entre guillemets, mais ça freine quand même très très fort. La question de l'endurance, faut pouvoir avoir davantage avec des freins en carbone. Et là, c'était difficile de se prononcer parce qu'on a fait que quelques tours de circuit. Et puis, je pense que sur circuit, le facteur limitant, ce sera avant tout la batterie. Donc, je pense que c'est pas, ils sont pas priorisés à avoir un freinage exceptionnel sur la durée. En revanche, évidemment, c'était la question qu'on se posait, c'était la batterie. C'était le surchauffe très vite, comme ça arrive sur beaucoup de véhicules électriques. Moi, j'ai trouvé qu'au bout d'une série de 5-6 tours d'un circuit de 3 km, elle n'était pas montée au-dessus de 36 degrés Celsius, alors que le plafond, entre guillemets, pour une batterie de voiture électrique sportive, c'est autour de 65 degrés Celsius. Donc, finalement, ça chauffe pas tant que ça. Et puis, on a des outils pour préconditionner, etc., pour utiliser au mieux la batterie. Donc, j'ai trouvé que en autonomie comme en surchauffe, entre guillemets, de la batterie, une série d'une quinzaine de tours d'un petit circuit, c'est tout à fait jouable, il n'y a aucun problème. La direction, la voiture se place vraiment de manière extrêmement spectaculaire. Alors la colonne a été revue par rapport à la Unix 5. Alors la voiture, on la jette dans le virage, elle s'inscrit vraiment super vite. Alors c'est un poil artificiel, on sent que les freins intérieurs aident en serrant un petit peu. Et puis attention quand même, parce qu'on a 2250 kg, donc c'est quand même de l'inertie au freinage. Faut quand même ne pas perdre de vue qu'on a affaire à un véhicule grand format. Le confort, je l'ai trouvé ok, voire bon, même dans tous les modes, même les plus sportifs. La voiture prend un petit peu de roulis, même à l'attaque. Ça permet de bien lire son comportement. Je trouve que c'est naturel, c'est pas vissé comme certains SUV électriques sportifs ou rapides. Où on est entièrement dépendant du grip des pneus. Là, la voiture prend un petit peu d'angle, etc. Et du coup, ça permet de mieux sentir les limites. Moi, j'ai plutôt la dent dure comme journaliste auto, et je peux vous dire que j'ai passé une sacrée journée au volant de cette i5N. C'est une voiture vraiment pas banale. Alors, le sujet qui fâche, c'est le prix. 78 000 euros. La chose positive, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'options. Alors, je sais, c'est beaucoup d'argent, on sera tous d'accord là-dessus. Mais finalement, par rapport à une Porsche Taycan côté thermique ou dans le genre tout aussi artificiel quelque part, une Lamborghini Urus aux performances assez voisines côté thermique, c'est ultra compétitif, 78 000 euros. Par rapport à la concurrence, ça reste un prix vraiment assez peu élevé. J'ai eu la possibilité de m'entretenir avec Till Wartenbaum, qui est le patron du programme N. Alors il n'a pas voulu me confirmer, mais très logiquement il y aura une Ioniq 6N, donc plus basse, donc peut-être encore plus performante, on va dire, pour l'inscription au virage, etc., etc. Donc ça va être vraiment sympa à voir dans les mois et les années à venir. Et puis surtout il m'a laissé entendre que toute cette technologie, ces simulateurs et ce savoir-faire acquis sur la i5N serait décliné sur des versions et sur des voitures plus petites. Et plus raisonnable aussi niveau tarif, donc on peut s'attendre à des Ioniq 3.4, peut-être une compacte. Ce savoir-faire, il va se décliner sur des voitures plus petites et moins chères. Et notamment le côté simulateur fausse boîte de vitesse. Et je pense que pour les férus de circuit, pour les amoureux de la conduite un peu sportive,
Ça va être très très sympa et je pense que Hyundai nous réserve encore pas mal de surprises. On va suivre ça très attentivement. L'essai sortira dans les jours à venir sur automobile.com pour en savoir plus et puis on se retrouve très très vite dans le podcast. Ciao Eric, ciao à tous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!